Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez BBC Info, voici les titres. Le cobalt, ce minerai dont la demande explose, est produit à 70% en RDC et pourtant, malgré les milliards que cette industrie représente, les populations locales n'en profitent pas. Travailler avec le continent, pour le continent, le Maroc, après avoir fait de l'Europe son principal partenaire économique, se tourne de plus en plus vers l'Afrique subsaharienne, exemple à Casablanca. Et décollage réussi, la NASA lance un vaisseau spatial ayant pour mission de dévier un astéroïde de sa trajectoire. On ouvre ce BBC Info avec l'exploitation du cobalt en RDC depuis plusieurs décennies. Ce minerai est devenu crucial dans nos vies, dans les batteries de smartphones ou de voitures électriques. 2/3 de l'offre mondiale de cobalt provient de la RDC. Et pourtant, cette explosion des besoins en cobalt se joue entre les grandes entreprises au détriment des populations locales. Marina Darras. Le cobalt est le métal qui alimente les voitures électriques. Et en République démocratique du Congo, près de 30% est extrait à la main dans des mines artisanales, comme celle-ci, à Kolwezi. Le métal est mélangé dans la chaîne d'approvisionnement et il est impossible de le tracer. Selon les experts, aucun fabricant de voitures électriques ne peut être sûr de ne pas avoir utilisé de cobalt provenant de ces mines artisanales. Il possède des propriétés physiques très spécifiques qui le rendent particulièrement adapté aux batteries. Et ce n'est que récemment, avec notre volonté de nous éloigner du charbon, que le cobalt est devenu une matière première essentielle. Tous les constructeurs automobiles vont vouloir ce métal. Tesla est le plus grand constructeur de voitures électriques. L'entreprise a accepté d'acheter jusqu'à 6000 tonnes de cobalt par an à Kolwezi. L'accord de Tesla est conclu avec Glencore, une société minière qui gère certaines des grandes mines mécanisées. Mais Glencore veut expulser les mineurs artisanaux de ce site. Mais les 15 000 personnes vont rester sans travail. Nous avons nos enfants, nous avons des femmes, de familles et tout ça, mais pourquoi on doit rester comme ça? Les deux parties se disputent pour savoir à qui profite le cobalt de Kolwezi. C'est un travail éreintant, mais ces mineurs peuvent au moins gagner leur vie. Si Glencore prend le relais, la mine sera plus sûre, mais beaucoup moins de travailleurs seront nécessaires. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un d'arrêter d'aller là où il trouve son pain quotidien et la nourriture pour sa famille sans offrir d'alternative. C'est comme tuer cette personne. Glencore affirme que le site lui appartient et que les mineurs font partie d'une opération illégale et organisée. L'entreprise affirme qu'elle aidera à reloger les mineurs si un site approprié peut être trouvé et qu'elle ne fournit pas de cobalt provenant de mines artisanales. Et au-delà de l'extraction de cobalt, la RDC regrette également de ne pas pouvoir produire ses batteries localement. Félix Tshisekedi, le président congolais, a mis la question des minerais au cœur du sommet RDC-Afrique Business qui s'est ouvert ce mercredi avec le président zambien Hakainde Hichilema. Il a notamment évoqué un rapport de Bloomberg qui estime qu'ouvrir une usine de batteries pour voitures électriques en RDC coûterait 39 millions de dollars contre 117 millions en dehors du continent africain. Une différence qui s'explique par l'accessibilité des terrains et le coût de la main-d'œuvre. L'attrait est énorme car en 2025, 10 millions de voitures électriques seront en circulation, mais en 2065, ce chiffre pourrait augmenter jusqu'à 65 millions. C'est donc une opportunité d'emploi selon Julien Paluku, le ministre de l'Industrie congolais. Écoutez. Le nombre d'emplois prévus, c'est entre 5 et 10 millions d'emplois que cela pourrait créer en République démocratique du Congo. Et comme je vous l'ai dit, lorsqu'il y a 5 à 10 millions d'emplois créés, je crois que la pauvreté sera en train d'être... Éthiopie à présent, l'appel du Premier ministre Abiy Ahmed à le rejoindre sur la ligne de front a été entendu par des milliers d'Éthiopiens, notamment par le médaillé olympique Feyisa Lilesa et le légendaire coureur de fond Haile Gebrselassie. Alors célébrité ou simple anonyme, tous sont déterminés à combattre le TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, qui affirme être à Shewa Robit, à 200 km de la capitale Addis Abeba. Les nouvelles recrues en tout cas sont inquiètes. Écoutez. Cela m'inquiète beaucoup. C'est pourquoi je rejoins le recrutement. Je ne peux pas attendre qu'ils viennent ici. Je sais que le TPLF ne peut pas venir ici avec ses moyens. Je sais que quelqu'un les aide, donc je vais aller combattre ceux qui les aident.
D'après ce que j'ai entendu, oui, cela m'inquiète que le TPLF s'approche. Mais je ne pense pas qu'ils vont contrôler la capitale où je vis, parce que les gens sont unis et se serrent les coudes. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, l'Allemagne tient son nouveau gouvernement. Le socio-démocrate Olaf Scholz devient chancelier, remplace Angela Merkel. Dans la coalition se trouvent le Parti écologiste et les libéraux démocrates. Parmi les grands axes de travail, la souveraineté européenne, la sortie de la production de charbon d'ici 2030 et la montée du revenu minimum. Karim Benzema condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 € d'amende. Le footballeur a été déclaré coupable de complicité de tentative de chantage envers son ancien coéquipier Mathieu Valbuena dans l'affaire dite de la sextape. Les avocats de Karim Benzema ont annoncé leur intention de faire appel. Et aux États-Unis, un homme relâché après avoir passé 42 ans en prison pour 3 meurtres qu'il n'avait pas commis. Kevin Strickland, afro-américain, avait été condamné par un jury exclusivement blanc dans le Missouri en 1979. Le juge qui a examiné l'affaire affirme qu'il avait été emprisonné uniquement sur la base du témoignage d'une survivante qui s'était ensuite rétractée. Le Maroc, force économique d'envergure et grandissante sur le continent, cherche à renforcer ses relations avec l'Afrique subsaharienne. Selon le ministère des Finances, les échanges intra-africains ont connu une hausse moyenne de 6,1% par an depuis 2009. Reportage à Casablanca de Pierre Lucroix. Casablanca, la capitale économique du Maroc. Ici, même en pleine pandémie, l'activité y est frénétique à l'image du développement du pays ces 10 dernières années. Et pour s'assurer une croissance durable, le pays regarde de plus en plus vers l'Afrique subsaharienne. Ce changement s'est opéré après la crise financière mondiale de 2008. Alors que les économies européennes en subissaient les conséquences économiques et que les pays nord-africains étaient embourbés dans les remous du printemps arabe, le gouvernement, sous l'impulsion du roi Mohamed VI, incita les entreprises locales à rechercher des opportunités en Afrique subsaharienne. Et pour ce faire, il se dota d'un bras financier, le CFC. Casablanca Finance City a été créé en 2010 pour attirer des flux de capitaux internationaux et les engager vers le continent africain. Donc l'objectif, c'est de contribuer au développement du continent africain. Nous pensons qu'il faut qu'on travaille ensemble, conjointement, pour promouvoir l'Afrique, pour qu'elle soit plus visible sur la scène internationale. Le Maroc a investi plus de 4,3 milliards de dollars en Afrique subsaharienne. Hormis l'Afrique du Sud, le pays est aujourd'hui le plus gros investisseur intra-africain. Mais son enracinement de plus en plus profond avec le continent ne se compose pas seulement d'investissements. Nous intervenons notamment sur 4 principaux métiers. Le premier, c'est la coopération académique, puisque nous sommes chargés de gérer l'accueil de l'ensemble des étudiants étrangers qui viennent poursuivre leurs études supérieures au Maroc à travers le canal de la coopération. La deuxième composante va être autour des programmes de coopération technique que l'agence va mettre en œuvre en capitalisant sur le savoir-faire qui est développé par les partenaires techniques nationaux. Troisième volet, c'est les projets de développement humain que l'agence va porter en partenariat avec nos partenaires. Le dernier volet dans lequel l'agence est active est le domaine de l'assistance humanitaire internationale. Grace est une étudiante ivoirienne. Elle a bénéficié d'une bourse marocaine pour venir étudier à Rabat. C'est un peu compliqué au début parce que les profs, ils ont l'habitude d'expliquer en arabe pour les Marocains. Mais bon, après, on s'habitue et vraiment, ça va. Si l'expérience était à refaire, je le referais volontiers parce que vraiment, j'ai beaucoup appris ici au Maroc. J'ai surtout pris en maturité. Si l'expérience de Grace Esterlago est positive, nous nous sommes entretenus avec d'autres migrants venus d'Afrique subsaharienne. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer devant la caméra, mais ils nous ont affirmé avoir subi des actes de racisme et de la discrimination. J'ai demandé à l'ambassadeur Simon Metkal ce qu'il répondait à ces accusations. C'est des choses qui peuvent arriver. Bien sûr, nous, en tant que représentants de l'État, on doit se combattre de ça, et c'est ce qu'on fait au quotidien pour combattre ces faux clichés qu'on doit dépasser, puisque le racisme est révolu. Reste que les relations raciales restent un sujet de préoccupation. Malgré les lois condamnant le racisme dans le pays, l'ONU affirme qu'il n'y a toujours pas de plan d'action pour s'attaquer pleinement au problème. Un problème qui, s'il perdurait, pourrait entraver la volonté du Maroc de devenir un acteur économique incontournable entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne.
Ce scénario a été vu des dizaines de fois au cinéma, mais la NASA se penche aujourd'hui sur notre défense si la Terre venait à être menacée par un astéroïde et une comète de grande taille. Une collision pourrait être synonyme de fin de l'humanité. Alors un vaisseau kamikaze va tenter de modifier l'orbite d'un astéroïde. Les explications de Marie-Josée Missia. 3, 2, 1 and lift-off. Un décollage historique pour la NASA et qui marque le début d'un périple de 11 millions de kilomètres dans l'espace. Voici le vaisseau spatial DART. Il se dirige vers un astéroïde dans le but de le percuter. Ce rocher ne représente aucun danger pour notre planète, mais il s'agit là d'un test pour éviter une potentielle collision à l'avenir. Nous faisons cela au cas où un astéroïde se dirigerait vers la Terre. Nous voulons savoir si nous pouvons utiliser cette technique pour changer sa trajectoire afin qu'il ne percute pas la Terre. La NASA vise un petit astéroïde du nom de Dimorphos, en orbite autour d'un astéroïde plus grand. Le vaisseau spatial qui se déplace à 19 000 km/h percutera le petit astéroïde. Il laissera derrière lui un cratère de 20 mètres de diamètre. La force de l'impact devrait accélérer son orbite. La situation sera suivie depuis la Terre. Vous avez besoin d'un coup de pouce. Vu les distances et les vitesses auxquelles vous allez, un minuscule changement de direction entraînerait un énorme changement dans la distance à laquelle il va manquer la Terre. Et cela pourrait être crucial. Un astéroïde de 160 000 km de large, comme Dimorphos, pourrait être catastrophique pour les zones peuplées. Et de plus grands astéroïdes de plusieurs kilomètres de diamètre ont le potentiel de détruire la planète. L'objectif de cette mission est de démontrer la possibilité d'éviter de futures collisions. Le vaisseau spatial atteindra sa destination à l'automne prochain.